Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Specto. Aujourd'hui, on s'occupe de la seconde partie de la filmographie de Jacques Tati, donc l'épisode 2 sur Jacques Tati. On avait parlé durant le premier épisode de ses 3 premiers films qui étaient Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot ainsi que Mon oncle. Et aujourd'hui, on va parler des 3 films suivants qui sont Playtime, Trafic et Parade. Donc toujours en ordre chronologique, je vais commencer par parler de Playtime qui est sorti en 1967. Bon, déjà pour moi, je spoil mon top 3 qui sera présent à la fin de l'épisode, mais pour moi Playtime est facilement et largement son meilleur film, son chef-d'œuvre, sa plus grande œuvre dans sa filmographie selon moi. Et en général, je dirais que la grande majorité des critiques donneraient aussi Playtime comme leur film favori de la filmographie de Tati. Là où dans le premier épisode on avait Jour de fête et Les vacances de Monsieur Hulot qui se déroulaient dans un cadre plus ancien, qui abordait peu le modernisme, voire pas, on a eu dans Mon oncle la transition, et c'est vraiment le film qui marque la transition car on a vraiment les deux époques présentes. D'un côté la ville ultra moderne et de l'autre côté le quartier plus populaire, plus pittoresque. Et donc en fait c'est intéressant parce que dans Mon oncle, on a vraiment les deux qui cohabitent dans le même film, les deux mondes qui cohabitent dans le même film, alors que dans Playtime, Tati finit le virage qu'il avait commencé dans Mon oncle, et dans Playtime, on est à 100% dans le monde moderne. En tout cas, un monde moderne qui est peint par Jacques Tati. Donc Playtime, ça se déroule à Paris, et pour rapidement résumer l'histoire, c'est un groupe d'américaines, de touristes américaines qui viennent à Paris pour 24 heures. Et donc le film est divisé en 2 grosses parties. Le film dure 2 heures, la première heure, c'est donc l'arrivée des Américaines à l'aéroport. Ensuite, on va retrouver le personnage de Monsieur Hulot qui va passer un entretien dans une grosse corporation. Et ensuite, en vagabondant, il va se retrouver dans une exposition, donc qui parle de nouvelles inventions, etc. Et ensuite, en croisant un ancien camarade qu'il avait dans l'armée, il va se rendre chez lui. D'ailleurs, une scène très intéressante, mais dont je vais parler plus en détail après. Donc ça, c'est pour la première partie. Et ensuite, la seconde partie, ce n'est qu'une seule séquence, dont je vais beaucoup parler, car j'adore cette scène. D'ailleurs, c'est une scène, quand on est au début de cette scène, on se dit, bon, oui, c'est une scène comme une autre qui va durer 10, 15, voire 20 minutes, mais en fait qui dure quasiment la seconde heure du film. Et donc cette séquence se déroule dans un restaurant, différentes péripéties arrivent, mais je vais en parler un peu plus en détail après. Et donc ensuite la fin du film, les 5 dernières minutes restantes, c'est tout simplement les Américaines qui repartent à l'aéroport pour quitter Paris. Donc pour commencer sur Playtime, Jacques Tati avait dit que pour lui Playtime c'était l'histoire d'une droite qui au fur et à mesure s'incurvait. Donc c'est une image assez abstraite mais qui va faire tout son sens, surtout tout simplement quand on voit le film. Dès le premier plan, alors le film s'ouvre sur un générique qui est tout simplement un plan du ciel, donc avec le générique. Et ensuite, le premier plan qu'on a, c'est un immense immeuble, donc énormément marqué par ses lignes, par la géométrie, par l'architecture du bâtiment, qui est extrêmement rigide. Et d'ailleurs, la première chose qu'on voit dans ce bâtiment, c'est 2 bonnes sœurs qui se promènent dans ce bâtiment, et ça donne tout un contraste un peu entre quelque chose de plus sacré avec un modernisme profane, rigide, un peu dur. Et alors d'ailleurs, ce grand immeuble qu'on voit fait partie de l'aéroport, donc le début du film commence à l'aéroport où on a, on va dire, un sous-thème qui est le jeu des faux-semblants, car on a plusieurs silhouettes, et d'ailleurs qui seront éparpillées à travers le film, des silhouettes qui ressemblent énormément à Monsieur Hulot, que des protagonistes dans le film vont prendre pour Monsieur Hulot, comme tout simplement nous, le spectateur, on pourrait le faire. On croit de dos que c'est Monsieur Hulot, et ça arrive plusieurs fois dans le film, que ça soit quelqu'un d'autre. Et donc tout simplement, ensuite, dans cette séquence, on voit donc l'arrivée des Américaines. Et déjà, on peut dire beaucoup de choses, donc encore une fois, toute la géométrie de l'intérieur, beaucoup d'angles droits, beaucoup de lignes verticales, horizontales aussi, mais un monde très quadrillé, un peu maladivement, rigoureusement quadrillé.
Et notamment au niveau des couleurs, on a énormément de gris. On a beaucoup de couleurs qui vont un peu dénoter avec ce gris, mais la majorité de la couleur qu'on va retrouver dans les bâtiments, et même en soi, en dehors des bâtiments, c'est le gris, ou en tout cas du gris, du noir, mais beaucoup de couleurs en soi un peu tristes. Et alors, j'ai employé énormément le mot de modernisme dans le premier épisode. Je n'ai pas employé ces autres mots qui sont uniformisation et standardisation, car dans mon oncle, il y a des passages qu'on pourrait nommer ainsi, mais Playtime, c'est vraiment le modernisme et surtout, ça parle donc de l'uniformisation et de la standardisation. On a plein de groupes qu'on voit déambuler durant le film qui sont habillés de la même manière. On voit que tout le monde a la même voiture, de la même couleur, exactement le même modèle, qu'il la récupère à la même heure. On a aussi, durant donc la séquence où il retrouve son camarade d'armée, il l'invite chez lui, et en fait, on voit le bâtiment de l'extérieur, et on a que des vitres qui donnent entièrement sur le salon et entièrement sur le foyer des personnes qui y vivent. Et c'est amusant, alors ça ressemble un peu à une obsession maladive qui pour le coup perd un peu de son réalisme, mais Tati représente tous ces personnages faisant les mêmes actions au même moment et vraiment donne tout ce côté uniformisé, standardisé, qu'on retrouve vraiment partout dans le film. Donc encore une fois, j'avais mentionné le son durant le premier épisode, mais là aussi dans Playtime, le son joue un rôle très important. Donc on a une chose que j'ai pas précisée dans le premier épisode, mais qui est que dans ces films, souvent, je dirais en tant que tel, une personne qui tombe sur les films de Tati pourrait dire que ces films sont mal mixés. Et si on prend une définition plus classique du cinéma, on peut considérer que ces films sont mal mixés au niveau du son. Et quand je dis mal mixés, je parle des niveaux, des différents éléments sonores qu'on va retrouver dans le chant et hors champ, même si Tati joue beaucoup avec ces deux notions. Mais on va avoir par exemple les voix des fois qui vont sembler très proches alors qu'on a un plan moyen. Et du coup, on devrait les avoir avec un peu plus d'écho, en tout cas avec plus d'ambiance. Mais en soi, on a très peu l'ambiance des lieux. Par contre, tous les bruitages qui viennent, par exemple, d'inventions modernes ou de plein d'éléments comme les voitures, etc., ça c'est quelque chose qu'on va voir et d'ailleurs d'assez fort. Il y a Truffaut par exemple, alors je n'ai pas la citation mot pour mot, mais Truffaut disait que les films de Hulot pour lui représentaient une sorte d'enfer carcéral par rapport à leur son, car en fait on a tous les sons qui sont exagérés de plein d'objets qu'on va avoir dans le plan, qui rendent une impression un peu fouillie, un peu bordélique de la chose et qui font que l'expérience quand on regarde le film, je peux l'admettre dans un sens, dans une certaine dimension, que ça peut être un peu embêtant à l'oreille. Par contre, là où je veux ajouter de la nuance, c'est que par rapport au jugement que je donnais sur le mixage, qui était de dire que le film était mal mixé, il faut toujours se rappeler d'une chose, il y a des manières dites plus classiques de faire les choses, donc notamment au niveau du mixage son, mais que l'art, une des choses qui est intéressante dans l'art, c'est aussi de briser les règles. Et que par exemple, alors je prends un autre exemple, mais comme peut l'être la musique dissonante, c'est pas parce que la musique dissonante en tant que telle sonne mal qu'artistiquement c'est quelque chose de forcément inintéressant, qui n'a vraiment rien à exprimer ou à provoquer chez l'auditeur, en tout cas chez le récepteur de l'œuvre. Et donc il faut toujours se dire que même si des choses ne sont pas faites de manière, comme je disais, dite classique, ça n'en fait pas pour autant un mauvais mixage. Une des choses intéressantes, selon moi, dans l'art, c'est le fait de briser ces règles. Et alors, de ne pas les briser juste pour les briser, juste pour se dire, voilà, mais les briser pour ajouter du sens, pour exprimer quelque chose. Mais du coup, donc, le son a un immense rôle dans le cinéma de Tati, et donc je peux comprendre que ça va peut-être repousser certaines personnes. Par contre, là où Tati a du mérite, c'est que comment elle considérait le son ajoute une plus-value artistique à ces films qui est pour le coup super importante, car le cinéma reste à la fin du jour l'art de l'image et du son. Donc pour revenir, on a l'arrivée des Américaines avec encore une fois différents gags, mais on a les Américaines qui arrivent dans ce Paris très gris, très uniformisé, très standardisé, très triste. D'ailleurs, je disais dans le premier épisode que
Dans Mon oncle et de manière beaucoup plus succincte, on avait dans Jour de fête et Les vacances de Monsieur Hulot, disons une critique du modernisme, je parlais plus d'une moquerie du modernisme, alors que dans Playtime, même si Tati le fait toujours de manière bienveillante et sans pour autant critiquer totalement la chose, car on va parler de la seconde partie du film qui justement contrebalance avec la première partie du film, mais je trouve que dans Playtime, c'est la critique la plus sérieuse, la plus intéressante du modernisme. C'est vraiment Playtime, c'est le paroxysme du modernisme, et d'ailleurs, comme je disais, ça peut rendre un côté un peu non naturel, car Tati a vraiment poussé tout le côté moderne au maximum, tous les curseurs au maximum. Et donc c'est vrai que ça peut donner un peu l'effet que si on regarde typiquement, Playtime est sorti en 67, donc il y a maintenant plus de 50 ans. Quand on regarde le monde actuel, alors je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que oui, par rapport à 1967, le monde s'est beaucoup plus uniformisé et standardisé. Par contre, le monde ne ressemble pas, ou en tout cas pas toutes les villes modernes, même si plus le temps avance, plus ça ressemble à ce qu'on a dans Playtime, mais on est encore très loin de ce qu'on a dans Playtime, et honnêtement je ne sais pas si on arrivera un jour à une modernité avec la même esthétique aussi épurée que dans Playtime. Car même si le monde esthétiquement s'est énormément épuré, parce qu'épuré ça peut être bien comme mauvais, mais épuré par standardisation et uniformisation, on est encore très loin de ce qu'on a dans Playtime. Et d'ailleurs j'espère qu'on n'arrivera jamais à la modernité que nous montre Jacques Tati dans Playtime. Même si c'est vrai que sur certains points qui sont montrés dans le film, on n'en est pas très loin. D'ailleurs, quelque chose que j'aime beaucoup dans la première partie, donc on a ces touristes américaines qui se promènent dans Paris. Alors d'ailleurs c'est très drôle parce que Paris, nous, on se l'imagine, on a tout le côté dans l'inconscient collectif, on pense à Montmartre, on pense à la Tour Eiffel, on pense à l'Arc de Triomphe, aux Champs-Élysées, etc., etc. On pense à tous les monuments. Le film aussi montre que c'est un peu une sorte aussi de périphérie de la ville, mais on ne voit que des immeubles, on ne voit pas d'autres bâtiments. Et une touche vraiment intéressante, et j'ai trouvé ça, esthétiquement et par rapport au film, ça marchait super bien, c'est qu'à différentes reprises dans le film, on a donc les immeubles, pour vous expliquer, sont tous faits de verre, avec plein de panneaux de verre, et du coup les portes aussi sont en verre, donc on voit tout à travers. Ça c'est une chose importante. Et en fait, on a plusieurs reprises, une touriste américaine qui est un peu mise en avant, et j'en reparlerai plus tard, mais dans le groupe des touristes américaines, il y en a une qui est mise en avant, et ça arrive à plusieurs occasions, qu'en ouvrant une porte, le reflet qu'on a donc dans la porte en verre, c'est un monument, comme l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. C'est une idée que je trouve géniale formellement. C'est qu'en fait, durant le film, on ne les voit jamais directement filmés. On ne les voit seulement que dans un reflet quand on regarde bien autour de ces monuments. Ça semble un peu surréel, par rapport à tout ce qu'on voit dans le film, par rapport au Paris qu'on voit, dans lequel on est durant le film. Il y a vraiment un écart surnaturel, un peu surréaliste, avec ces monuments, mais j'ai trouvé que c'était une touche superbe. C'était une façon superbe de mentionner ces monuments qu'auxquels nous pensons instinctivement quand on parle de Paris. Mais Tati prend la décision de les montrer juste dans des reflets lointains, aussi qui peuvent référer au passé, mais je trouve que c'est une manière super intelligente de faire la chose. On a d'ailleurs aussi dans un plan, je crois qu'on voit la Concorde, mais elle est vraiment au coin de l'image. L'image est très bien composée, car on a une dominante, 95% du plan, c'est le Paris qu'on voit dans le film. Donc des grands immeubles très tristes, froids, gris, beaucoup de lignes, beaucoup d'angles droits. Et vraiment, dans le coin, en bas à gauche de l'image, on voit la Concorde, et l'américaine la prend en photo de très loin, mais elle n'arrive pas à prendre la Concorde en photo, car il y a du trafic, et bon, c'est encore là une petite pique. Disons que ça marche dans ce que raconte Tati, avec le fait que le modernisme pourrait nous éloigner du Paris qu'on connaît, ou en tout cas qu'on a connu. Et donc voilà, ça c'est un détail que j'ai vraiment adoré formellement dans le film, que j'ai trouvé qui marchait très bien. On a aussi une autre chose qui est également durant la première partie du film, c'est que on a des affiches, donc dans les immeubles dans lesquels se promènent les touristes américaines, on a des affiches avec, alors j'ai plus chaque capitale, mais typiquement Rio, Tokyo, etc., toutes les grandes capitales.
Et donc, on a le nom de la ville qui est sur l'affiche. Chaque affiche représente exactement le même immeuble, qui d'ailleurs est quasiment une copie conforme de l'immeuble qu'on a, enfin des immeubles qu'on a dans Playtime, dans le Paris. Et donc, encore une fois, c'est une critique de la standardisation qui est bien sûr, encore une fois, exagérée, car si on va à Tokyo et à Rio de Janeiro, oui, il y aura plein de buildings, mais si aujourd'hui on devait faire une affiche sur Rio, on mettrait typiquement plus le Corcovado, avec le Christ Rédempteur qui se trouve en haut, ou les différentes plages qu'on a à Rio. Et de même pour Tokyo, Tokyo, il y a plein de monuments qu'on pourrait mettre à la place d'un pauvre immeuble triste. Mais c'est encore une fois, je trouve, une manière intelligente de critiquer l'uniformisation. Et encore une fois, par rapport à 1967, je pense que je ne me mouille pas trop en disant que le monde, en tout cas les capitales d'aujourd'hui, sont plus proches de l'uniformisation qu'elles l'étaient en 1967. Donc voilà. Ensuite, on retrouve le personnage de Jacques Tati, donc qui passe un entretien, qui se retrouve dans une salle. Donc encore une fois, tous les murs sont en fait en verre, donc on voit tout est transparent. Donc il y a encore une fois quelques gags liés à Monsieur Hulot, à son environnement, l'interaction entre les deux. Et par exemple des machines qui des fois dépassent les humains avec la sorte de console qu'on a dans ce bâtiment qui est géré par un des employés qui est un peu difficile à manipuler. Donc, Tati finalement va déambuler et finalement finir dans le bâtiment, dans l'immeuble d'à côté, qui tient une exposition. Et en fait, c'est une exposition qui présente diverses inventions pour le futur. Je pense qu'une des images les plus parlantes, c'est on a de présenter une poubelle qui représente une colonne, mais de style. Alors, je vais pas mouiller en disant si c'est de la Rome antique ou de la Grèce antique, mais en tout cas, une colonne type antiquité. La simple image de la poubelle qui est inspirée de l'art antique, voilà, une autre petite pique au modernisme. Et d'ailleurs, on a un de mes gags préférés de la filmographie de Tati, qui est le gag de la porte qui ne fait pas de bruit. Donc c'est une des inventions qui est présentée. Et en fait, on a le commercial qui montre que c'est une porte, on peut la fermer la plus fort qu'on peut, elle ne fera absolument aucun bruit. Et donc comme je disais au début de l'épisode, on a ce jeu de faux semblant à plusieurs reprises dans le film où on croit que c'est le personnage de Monsieur Hulot, mais non. On a en fait, au début de cette scène, une personne qui est habillée d'une manière très similaire à celle de Monsieur Hulot. Et en fait, il va piquer dans un petit meuble qui est sur le stand des papiers qui appartenaient à l'entreprise. Donc il part et ensuite se présente Monsieur Hulot. Et entre-temps, un employé avait décrit la personne qui avait pris ces différents documents. Et Monsieur Hulot se présente au stand et étant habillé de manière similaire, cette personne qui n'a pas vu celui qui avait dérobé les documents prend Monsieur Hulot pour le fautif. Et là c'est très drôle car il s'énerve à plusieurs reprises en disant oui vous vous permettez de voler les documents et puis de revenir comme ça. Et c'est drôle car il s'énerve, il se retourne et il ferme de manière très forte les portes. Étant énervé en fait on n'a aucun bruit. Et d'ailleurs je trouve ça drôle aussi car Tati qui d'habitude met beaucoup en avant les sons des différents éléments qu'on a dans l'environnement, des différents objets, et bien ici ici les portes ne font aucun bruit, mais bien sûr ça s'inscrit dans ce que le film raconte. Et donc au final, le quiproquo est résolu car l'homme qui avait vu celui qui avait dérobé les documents à la base revient et dit non c'est pas lui, etc. Et ensuite, on va avoir Monsieur Hulot qui va croiser la touriste américaine dont j'avais parlé avant, celle qui est mise plus en avant par rapport au groupe, et en fait qu'il va croiser durant plusieurs fois dans le film. Et comme je l'avais dit pour les vacances de Monsieur Hulot, ainsi que mon oncle, on a toujours ce côté Monsieur Hulot qui va interagir avec des protagonistes féminins, mais il y a toujours une sorte de décalage et d'impossibilité, même s'il a tendance à plaire à ces femmes par son côté un peu maladroit, par rapport au fait tout simplement qu'il les fait rire par sa façon d'être. Et donc voilà, ensuite on a la scène où donc Monsieur Hulot sort du bâtiment, tombe sur son camarade de l'armée, et du coup il va passer le début de soirée chez lui. Donc là la fameuse scène avec le bâtiment où on voit entièrement l'intérieur du foyer des personnes et qui montre qu'ils font la même chose au même moment. Et ensuite, là on passe au gros morceau, on passe tout simplement à une de mes séquences favorites de l'histoire du cinéma, et j'ai vraiment pas peur de le dire. Alors bien sûr, il y en a énormément, mais c'est vraiment une scène que je tiens énormément dans mon cœur de cinéphile.
qui est la scène du restaurant. Donc on a vu tout le déroulé de la journée. On arrive sur un restaurant qui doit ouvrir pour la soirée, qui doit faire son ouverture pour cette soirée-là, mais en fait qui n'est pas encore totalement fini. Donc l'architecte est toujours présent, il y a toujours des petits travaux, il y a, disons, plein de petits détails qui ne sont pas encore résolus. Et en fait, tout simplement, par rapport à l'heure, les clients commencent à arriver. Et donc, c'est là une séquence incroyable où ce dont j'avais parlé, la ligne qui s'incurve, prend tout son sens. Car durant toute la première partie du film, on avait vraiment ce côté très rigide, très droit, pour représenter le modernisme. Et du coup, dans cette scène, on va voir un peu le contrepoint. Et donc, pour vous expliquer la scène, les premiers clients arrivent, mais plein de détails ne sont pas encore bons, donc plein de détails du restaurant se résout peu à peu. Donc, je ne vais pas tous les énumérer car il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à voir cette scène et plus largement à voir le film Playtime. Car pour le coup, pour moi, c'est un film, même si vous n'êtes pas fan de Tati, c'est un film que je recommande à absolument tout le monde. Et surtout pour cette scène. Et donc on a par exemple un petit groupe de musique qui arrive, qui va commencer à jouer de la musique sud-américaine, mais plutôt à un tempo plutôt bas, une musique plutôt tranquille. Et en fait, on a plein, tous les détails qui n'ont pas été corrigés ou qui sont en train d'être corrigés, créent plein de gags. Au niveau des lumières, par rapport au serveur, par rapport à l'entrée, il y a plein de gags dans cette séquence. Et déjà, j'avais mentionné pour les 3 premiers films de Jacques Tati, mais quasiment toute la séquence est tournée, on n'a que des plans fixes. De toute façon, dans quasiment tous les films de Jacques Tati, c'est une règle, on n'a quasiment que des plans fixes, les mouvements sont très rares. Et on a notamment Monsieur Hulot qui va arriver dans la soirée, ainsi que les touristes américaines qu'on suit depuis le début du film. Et donc en fait, cette séquence est incroyable, elle dure 1 heure. Et c'est là où le titre du film prend tout son sens, Playtime, qui veut dire le temps du jeu. Et en fait, pour contrebalancer toute la modernité qu'on avait durant la première partie du film, en fait, cette seconde séquence, c'est un jeu pour le spectateur, qui d'ailleurs rend le revisionnage de ce film super intéressant. C'est que Tati nous propose plein de plans, avec plein de figurants, que d'ailleurs Tati passait énormément de temps à régler. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que chaque plan fourmille de gags, mais c'est à nous le spectateur de les voir. Forcément, il y en a qui sont plus mis en avant que d'autres, donc on a toujours des gags à voir, et il se passe toujours des choses faciles à attraper de l'œil, mais quand on cherche plus, on trouve plein d'autres détails, et donc c'est une sorte de cours de récré. On a la séquence, en un seul visionnage, c'est impossible de voir tous les gags. Je pense qu'il faut un certain nombre de visionnages pour pouvoir repérer tous les gags, et en fait toute la séquence monte en puissance au fur et à mesure. Donc on a l'arrivée des clients, ensuite on passe à la salle qui est quasiment pleine, on passe de la musique sud-américaine à une musique type afrobeat avec un tempo assez rapide, et en fait toute la scène s'emballe, et tout simplement c'est une scène chaotique qui dure 1 heure et qui est vraiment géniale pour ça. Donc il y a tout le côté jeu que Tati apporte par rapport au spectateur, et aussi c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, alors j'ai adoré la scène, mais j'avais un peu du mal à comprendre quel était son rapport avec la première partie. Mais pour moi, c'est un peu comme on a dans Mon Oncle, et comme j'avais dit dans le premier épisode, voir les temps modernes. Pour moi, la scène du restaurant, c'est un peu une sorte de machine qui devrait être bien huilée, où tous les rouages devraient fonctionner de manière automatique. Et en fait, c'est plein de petits détails qui empêchent toute la machine de bien fonctionner, et qui finalement, avec le temps, vont s'accumuler et en fait faire complètement dérailler la machine. Et en fait, c'est totalement cette scène. Cette scène, c'est aussi une ode à la fête, une ode à la vie, une ode à la joie. Et donc voilà, alors je vais quasiment pas parler des gags parce que je vous invite vraiment à la voir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va retrouver donc le personnage de Monsieur Hulot qui va recroiser la touriste américaine qu'on avait vue au début du film. Ils vont par exemple danser ensemble. Et donc voilà, vraiment, je vous laisse la voir. Il y a plein de gags extra dedans. Et donc ensuite, la fin de la soirée en fait se finit carrément à l'aube. D'ailleurs, ils vont un peu continuer la fête dans un petit café qui se trouve juste à côté du restaurant.
Et ensuite, les Américaines doivent repartir. Et donc là, on a une des dernières scènes du film qui est que Monsieur Hulot est avec l'Américaine, il veut lui offrir un cadeau, mais en fait, il rentre dans un magasin, elle doit partir donc elle part, et en fait, Monsieur Hulot se retrouvant à la caisse doit suivre un protocole qui découle un peu de la modernité, bon, qui est un peu absurde, mais en fait, qui l'empêche de la rattraper. En fait, il lui donne juste un cadeau, et cette dernière rentre dans le bus et part de Paris. Et c'est une des dernières images du film. Donc il lui offre une sorte de foulard, je pense un châle, et aussi il a une petite fleur de muguet qui en fait colle parfaitement avec l'image des grands lampadaires qu'on a sur la route où le bus quitte Paris. Et on a le tout dernier plan où on a ce plan d'ensemble sur la route, sur un péage, avec tous ces lampadaires. Et on passe du jour en un cut, on passe à la nuit, avec toutes les lumières qui sont inversées. Et je trouve que c'est une image vraiment magnifique de film qui aussi, alors peut-être que c'est de la surinterprétation de ma part, mais je le vois aussi comme tout simplement le contraste qu'on a dans le film, tout simplement car le film Playtime est un film basé sur les contrastes, un peu comme l'était Mon Oncle. La seule différence, c'est que Mon Oncle, on avait le vieux Saint-Maur et on avait la nouvelle ville qui cohabitaient dans le même film, alors que Playtime, tout se déroule déjà dans un monde moderne, mais le contrepoint, donc c'est la scène du restaurant, et c'est aussi le personnage de Monsieur Hulot. Et enfin, pour finir, encore une fois donc sur la phrase « la droite qui s'incurve », une des dernières scènes du film qui est une des images les plus cultes du cinéma de Tati, c'est le carrousel, qui d'ailleurs, on peut l'extrapoler au carrousel qu'il y a de présent à la fête foraine dans le jour de fête. Et en fait, ce carrousel, c'est tout simplement un rond-point avec tous les véhicules qui tournent à la ronde incessamment, de manière assez lente, avec une musique de manège. Et donc, je trouve que c'est un plan très beau, qui finit la droite qui commence donc à la base du film, qui est tout simplement droite, qui s'incurve durant la scène du restaurant, et qui finit par être un cercle par cette scène du carrousel. Pour finir sur Playtime, je dirais que c'est un film qui est énormément marqué par la géométrie, donc par l'architecture. Et donc on peut dire que dans la première partie du film, les personnages sont un peu prisonniers de la géométrie et de l'architecture. D'ailleurs, on a un plan très connu où on voit Monsieur Hulot un peu de surélevé, qui voit les différents bureaux dans la société à laquelle il avait un entretien d'embauche, mais tous les bureaux qui sont cubiques, qui donnent un sentiment très dystopique et kafkaïen. Alors que durant la scène du restaurant, et d'ailleurs on voit l'architecte du restaurant qui est présent, et en fait cette séquence du restaurant, c'est un peu les personnages qui se créent leur propre architecture pour pouvoir s'y déplacer et ne plus être des victimes de cette dernière. Et pour que, au final, l'architecture les serve et non qu'ils la subissent. Je crois avoir fait le tour de Playtime, on va passer maintenant à Trafic. Donc Trafic est sorti en 1971 et on a là une prolongation pour moi de Playtime. On reste dans un monde très moderne, mais ici on va moins parler d'architecture, on va parler de véhicules et plus précisément de voitures. Donc pour faire un petit topo de l'histoire, on a un salon de l'automobile qui se déroule à Amsterdam et en fait on a une petite société parisienne, la maison Altra, où travaille Monsieur Hulot en tant que dessinateur. Et en fait, ils ont créé un prototype nommé camping-car. Bon, aujourd'hui, les camping-cars, ça existe, mais en fait, qui est une sorte de petite fourgonnette avec plein de gadgets. Et donc, en fait, la grande majorité du film va être le trajet entre la maison Altra où travaille Monsieur Hulot et le salon de l'automobile où ils doivent présenter leur prototype. Et donc en fait, durant leur trajet, ils vont rencontrer plein de péripéties, donc des pannes, des soucis d'essence. On a aussi une scène carrément de carambolage. Ils vont s'arrêter à différents garages également durant le film. Et au final, à la fin du film, ils vont arriver avec le camping-car au salon de l'automobile, mais celui-ci sera déjà fini. Donc le personnage de Monsieur Hulot est accompagné de la responsable communication marketing de la maison Altra durant tout le film, qui se révèle être une femme plutôt sophistiquée. Donc Trafic, c'est dans la continuation de Playtime sur tout le côté modernisme. C'est qu'à la différence de Playtime où on parlait d'architecture et d'immeubles, ici on parle de transport et donc de voitures. On a une critique ou en tout cas plus une moquerie des voitures, enfin des limites que ça peut avoir, notamment par la panne,
les soucis d'essence, etc. On a par exemple le carambolage dont je vous ai parlé qui se déroule sur une route avec différents véhicules où tous ont des mouvements qui pourraient faire penser à un ballet, donc qui tournent un peu au ridicule la chose. Et alors, je dis au ridicule, mais aussi qui la rend plus poétique. Le mot poésie, c'est un mot que je n'ai jamais mentionné jusqu'à maintenant, mais en fait, le cinéma de Tati, c'est un peu essayer de trouver de la poésie dans un monde très moderne, très austère, un monde dystopique. Et donc, encore une fois, un film de Jacques Tati, donc beaucoup de gags. On retrouve par rapport à Playtime le personnage de Monsieur Hulot qui est plus présent, car dans Playtime, je pense que c'est le film où le personnage de Monsieur Hulot est le moins important à l'histoire et le moins présent, en tout cas, par rapport à Mon oncle ou Trafic. Donc on a aussi une petite moquerie du modernisme par rapport à l'invention de la maison Altra, qui est le camping-car qui a plein de petits gadgets, alors certains utiles, mais au final la plupart un peu futiles. Et chose intéressante qu'on a vis-à-vis de la relation du personnage de Monsieur Hulot avec une femme, c'est que Trafic est le dernier vrai film de Jacques Tati, et en fait le film se finit sur lui qui repart avec la femme donc qui s'occupait de la communication et en fait qui au fur et à mesure du film s'est rapprochée de Jacques Tati et aussi de son côté plus maladroit, et elle en fait a évolué de son côté sophistiqué à un côté plus simple, et donc elle raccompagne Monsieur Hulot, et la fin du film on voit les deux partir sous des parapluies. D'ailleurs ce dernier plan est très intéressant et pour moi c'est un des plans les plus réussis du film, c'est le plan de fin où en fait on a plein de voitures qui veulent se déplacer, mais tout simplement, enfin, comme si on était sur un parking, on n'a vraiment aucun espace entre chaque voiture, c'est quadrillé entièrement de voitures. Et en fait, on a plein de personnes qui, par un temps de pluie, donc déambulent avec leur parapluie, et en fait se faufilent entre chaque voiture, et un peu pour dire que oui, la voiture est une super invention, et c'est extrêmement utile à l'homme, mais c'est aussi pour montrer l'avantage final qu'est le fait qu'on puisse se déplacer par la marche. Quand je dis ça, je ne dis pas que Tati fait une critique absolue des voitures, je dis juste qu'il nous remontre le fait qu'à la base, nous sommes des animaux qui se déplacent en marchant, tout simplement, pour contrebalancer tout le côté moderne de la voiture, qui bien sûr aussi a ses limites. Donc finalement, je trouve que Trafic, c'est un peu une déclinaison de Playtime portée sur la voiture. Alors le film dure 1h30, 1h40, mais je trouve quand même qu'il est beaucoup moins intéressant, il est beaucoup moins tranchant qu'un Playtime, mais je l'ai trouvé un peu plus superficiel, un peu plus hésitant dans son propos. Tout de même un film intéressant que je conseillerais aux personnes qui apprécient beaucoup le cinéma de Tati. Et enfin, pour finir, on a le film Parade, qui est sorti en 1974. Donc, comme je l'ai dit juste avant, son véritable dernier film, c'est Trafic, car Parade, c'est la captation d'une sorte de cirque, où en fait, Jacques Tati est un peu le maître de soirée, et on va voir différents numéros musicaux. On a aussi des numéros avec des magiciens et des acrobatistes, et on a aussi, durant le film, tout simplement Jacques Tati qui vient faire des petits numéros de mimique. On a notamment celui du boxeur. Le plus connu, je pense, du film, c'est celui du joueur de tennis. On a aussi le gardien de but. Et donc ça, ce sont des petits sketchs de Jacques Tati qui se basent purement sur sa gestuelle et sur ses mimiques. Alors, c'est clairement le film le moins intéressant de Jacques Tati. Après, il faut dire qu'à l'époque, il avait des soucis de budget pour réaliser ce qu'il voulait. Donc, il a un peu fait ce film pour sortir un dernier film, mais ce n'était pas l'idée qu'il avait de prévu à la base. Et d'ailleurs, même pour Playtime et pour Trafic, son budget était moindre que celui dont il avait besoin pour amener à bout toute sa vision artistique. Et donc là, c'est un peu triste de le voir finir sur cette note, mais c'est quand même un film dont on peut parler sur certains petits points. Donc déjà, les points que je trouve importants, c'est que tous les numéros avec Jacques Tati sont sans doute les scènes les plus intéressantes du film. Ce qu'on peut dire aussi sur la mise en scène qui est intéressant, c'est qu'on a le public aussi qui est filmé, et en fait tout le film est monté avec des prises de vue qui sont directement portées sur le public et sur certaines personnes précises du public, dont 2 enfants, une fille et un garçon. On voit aussi les coulisses où
se finissent quelques préparatifs pour les numéros ou par exemple des peintures. Et donc en fait le film jongle vraiment entre ces trois points et donc c'est pas juste une simple captation d'un événement fait du même point. Donc on a vraiment tout un montage qui est important et qui d'ailleurs est un des seuls points vraiment intéressants du film. Je le considère pas comme une expérience de film en tant que tel parce qu'on n'a pas d'intrigue, c'est un spectacle tout simplement. Et d'ailleurs je fais une petite parenthèse. Specto, le titre du podcast, a donné le mot spectacle. Mais vous l'aviez sans doute déjà deviné. Alors par contre, petite chose que j'ai trouvé une scène un peu bizarre. Donc c'est un film de 74, donc à l'époque ça devait être moins choquant. Alors je vais pas m'offusquer sur ça, mais on a une scène où on a un âne sur la scène qui tourne en rond, tout simplement. Et en fait, les animateurs invitent le public à essayer de monter dessus. Et donc, en fait, on les voit essayer de monter sur l'âne. Et en fait, on voit bien que l'âne, ça le dérange. Et donc, l'âne se laisse pas monter dessus par les spectateurs. Donc, oui, ça fait rire le public. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé cette séquence un peu de pas très bon goût. Une chose aussi que je voulais mentionner, c'est une des dernières chansons que chante Tati dans ce spectacle, où en fait il parle d'âge, il chante en anglais et en français. Il parle tout simplement d'âge, car il sait que ce film est son dernier, et il sait qu'il ne lui reste pas non plus une vingtaine ou une trentaine d'années. Et j'ai trouvé ce passage assez touchant, un peu son chant du cygne, avec toute sa gestuelle, ses mimiques qu'on avait dès jours de fête et qu'on a eu durant toute sa filmographie. Et donc voilà, le spectacle se finit après les différents numéros qui se déroulent. On a le public qui part et la fin du film, c'est les deux enfants, la fille et le garçon qu'on voit à plusieurs reprises dans le film, qui sont, disons-le, des personnages du film. Et donc tout simplement, les artistes et les animateurs étant partis, ils vont sur scène et s'amusent avec les décors et les choses qui restaient du spectacle en essayant de reproduire certaines choses qu'ils avaient vues. C'est tout simplement Jacques Tati qui s'adresse aux jeunes, qui à travers son cinéma montre qu'il a beaucoup d'espoir malgré tout le modernisme dans les personnes, que ces derniers, malgré toute la modernité, doivent essayer de garder tout le côté fête, tout le côté joie de la vie, tout en gardant la même légèreté qu'a son personnage de Monsieur Hulot. Ainsi, je trouve que Parade est un film peu intéressant à voir. Donc, encore une fois, je devrais plutôt parler d'un spectacle. Je le recommande qu'aux fans hardcore de Tati, qui vraiment sont fans de son style. Je trouve qu'il a quand même des points intéressants, mais globalement, c'est un visionnage peu intéressant. Et donc, on a fini la filmographie de Jacques Tati. Donc, pour finir, je vais faire un petit top 3 de mes films préférés de Tati. Donc, en troisième, je choisirai Jour de fête. Alors, j'ai douté avec Les vacances de Monsieur Hulot. Je trouve dans un sens qu'objectivement, Les vacances de Monsieur Hulot est meilleur, mais j'ai vraiment adoré le charme de Jour de fête. C'est un film très léger à la fin du jour, mais c'est un film avec lequel je me suis assez connecté et j'ai globalement passé un très bon visionnage quand je l'ai vu. Ensuite, en deuxième position, ça sera Mon oncle. Mon oncle est un de ses films les plus intéressants sur la modernité. Et bon, je pense que vous le devinez assez facilement, mon numéro 1 est largement Playtime. Pour moi, Playtime, c'est une version bien supérieure de Trafic, un peu différente de Mon oncle, mais qui finit un peu les idées qu'il avait commencé à évoquer dans Mon oncle. Donc Playtime, juste pour la scène du restaurant, qui est facilement une de mes scènes préférées. Vraiment, Playtime, c'est un bijou de cinéma, c'est un film que je recommande à n'importe qui aime le cinéma. Et donc pour finir ces deux épisodes sur Jacques Tati, je voulais juste dire que Jacques Tati a été en tant qu'acteur, donc dans 4 de ses films, Monsieur Hulot, qui était un personnage maladroit, qui déambulait souvent sans but, mais qui était un personnage très touchant, très poétique, qui était en contrepoint avec la modernité dont s'est beaucoup moqué Tati. Et je considère que Jacques Tati, en tant que metteur en scène, est un des plus importants de l'histoire du cinéma français, que c'est un metteur en scène qui avait beaucoup d'humanisme dans son cinéma, qui pouvait paraître pour certains de ses films un peu carcéral, car il voulait vraiment dépeindre le modernisme d'une manière crue, mais qui au final avait toujours confiance en l'homme, qui avait confiance dans la prochaine génération, et voilà, qui se moquait toujours gentiment du modernisme, mais toujours avec une bienveillance. C'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, et tout simplement dans Specto, je ne parlerai que de réalisateurs que j'apprécie à un certain degré.
Donc je recommanderais à toute personne qui aime le cinéma de voir Playtime et Mon Oncle. Je pense que c'est les 2 films les plus cruciaux dans la carrière de Jacques Tati. Et vraiment, pour ceux qui aiment le cinéma de Tati, je conseillerais de voir Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot ainsi que Trafic. Pour les fans ultimes de Jacques Tati, je conseillerais aussi de voir Parade. Et donc voilà, on a fait le tour sur la filmographie fort intéressante de Jacques Tati. Je vais voir ce que je vais faire pour le prochain épisode. Je vais peut-être parler d'un thème où je pourrais parler de différents films de différents réalisateurs, où je vais reprendre sur une filmographie, je vais voir ça, mais je devrais sortir le prochain épisode dans une semaine ou 2. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis au prochain numéro. Salut!